Radio J. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, comédien et scénariste français, visage phare du comité de la claque. Vous avez pu le voir sur grand écran dans Les Crevettes Pailletées, Jumeaux mais pas trop, 14 jours pour aller mieux, d'Édouard Pluvieux aux côtés de Maxime Gasteuil et Zabou Bretman, deux comédiens qu'il retrouve aujourd'hui au cinéma, qui lui offrent un premier grand rôle. Romain Lancry est à l'affiche du premier film de Vladimir Rodionov, Ange et compagnie, qu'il a coécrit et dans lequel il joue aux côtés d'Élodie Fontan et d'une batterie d'autres acteurs, vous l'avez compris, l'occasion comme toujours de découvrir notre invité et ce en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Romain Lancry. Bonjour Cyrielle. Je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui en direct sur l'antenne de Radio J. Je suis ravie de vous avoir pour parler de ce film Ange et compagnie. J'ai passé un très très bon moment en le découvrant. Bien évidemment, on va en parler longuement dans cette émission, mais qui a un ADN particulier. Tentez de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Je vous demanderai donc d'abord 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? Je commence par petit, évidemment. Ok. Parce que ça fait partie de mon ADN. Ok. Petit, drôle, j'essaye en tout cas, et curieux. Curieux. J'ai noté 3 mots. Je me suis permis. Il y a... vous fonctionnez, je crois, beaucoup à l'intuition, à l'instinct. Et il y a 2 autres mots qui vous qualifient assez bien et peut-être qu'ils vont bien ensemble. C'est bienveillant et gentil. Et je rajouterais que vous êtes un très bon ami. Le genre d'ami qui peut se raser la tête pour un autre. Waouh, ouais, d'accord. Alors je te tutoie, et parce que je tutoie les gens avec qui je me sens bien. T'as des infos incroyables. C'est gentil. Waouh. Est-ce qu'on peut en parler ? Bien sûr qu'on peut en parler. J'ai mon meilleur ami qui, à l'âge de 22 ans, a appris qu'il avait un cancer. Et il était très angoissé des chimios et de perdre ses cheveux. Et donc je lui ai dit, écoute, je vais le faire avec toi. Et je me suis rasé le crâne. Alors je suis pas allé jusqu'à la boule à zéro, mais je me suis rasé, je me suis fait une belle coupe brosse, quoi. Et du coup, ça l'a un peu décomplexé là-dessus, et je l'ai rasé derrière, et voilà. Vous êtes restés très amis, il va bien aujourd'hui ? Il est en rémission depuis une 15aine d'années, grâce à Dieu, tout va bien. Très bien. Eh bien, on l'embrasse très fort. Bisous Steven. Bisous Steven. On va voir alors si tout ce qu'on vient de se dire colle avec la personnalité que vous allez nous offrir et nous donner aujourd'hui en direct, Romain Lancry. On commence par le début, toujours le début. Romain Lancry, si mes infos sont bonnes, vous êtes né un 15 avril 1980 à Paris. Vous avez grandi avec votre frère et vos 2 parents commerçants. Quel genre d'enfance vous direz que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? Une enfance très heureuse qui s'est poursuivie jusqu'à mon adolescence, ma vie de jeune d'adulte, ça continue aujourd'hui. Et des parents très aimants qui étaient très à l'écoute et bienveillants. Et très à l'écoute, justement, je reviens dessus parce que ça m'a permis vraiment d'être comédien aujourd'hui. Et c'est eux qui m'ont poussé là-dedans, donc je les en remercie encore. On va voir qu'un autre chemin a été tracé pour vous. Vous avez choisi celui de la passion, mais justement, j'ai envie de savoir quel genre de petit garçon vous étiez et si cette passion est née à ce moment-là. Alors, oui, cette passion est née à ce moment-là, est née vraiment tout petit. J'habitais dans le 19e, à côté des Cours Florent. Et tous les jours, je passais devant avec ma maman, mon père, et je comprenais pas ce que faisaient les gars devant, à réciter des textes, à faire des grimaces, à jouer des choses, je comprenais pas. Et du coup, je demandais à ma mère, mais qu'est-ce qu'ils font ? Et elle m'expliquait, et ça me donnait vraiment envie. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais j'ai envie d'essayer aussi. Donc ma mère, à 7 ans, m'a inscrit à un cours de théâtre, et depuis, la passion m'a jamais quitté. La passion ne vous a jamais quitté. Vous allez effectuer une partie de votre scolarité quand même au sein de la prestigieuse école alsacienne dans le 6e arrondissement de Paris. Après votre bac, vous allez obtenir un diplôme d'avocat à la faculté, je crois, d'Assas, si mes infos sont bonnes. Est-ce que vous avez déjà pratiqué ou très vite vous avez permuté ? J'ai jamais prêté serment, j'ai un diplôme d'avocat, je suis avocat de formation, mais j'ai jamais exercé. À l'époque, la prestation de serment, je savais déjà à ce moment-là que j'allais m'orienter vers le métier de comédien. En tout cas, je voulais essayer. Et je me disais, si je commence à être avocat aujourd'hui et à avoir un certain confort de vie, à gagner tant par an, 5 000 € par mois en premier salaire, jamais j'aurais pu arrêter après.
Et du coup, j'ai préféré choisir les 300 € tous les 2 mois. On va voir qu'aujourd'hui, quand même, les avocats ne gagnent plus si bien leur vie qu'à l'époque. Quand on fouille un petit peu, on voit que la crise est un petit peu là pour tout le monde et que le cinéma, peut-être finalement que ça paye beaucoup mieux que le métier d'avocat. Vous choisissez le milieu du spectacle, de la comédie que vous pratiquez donc depuis jeune, à 24 ans. Vous choisissez peut-être un peu l'humour puisque vous devenez membre d'un groupe d'humoristes, le Comité de la Claque, avec 6 camarades rencontrés au cours Florent à la fin des années 90 alors que vous êtes encore au lycée. Et vous vous faites connaître sur Internet, en interprétant de fausses pubs notamment. Je voulais qu'on écoute un extrait. Okay. Avant, j'étais beaucoup trop beau. Aujourd'hui, grâce à Simfast, j'ai perdu mes dents, mes cheveux et ma femme. Simfast, et enlaidir devient un jeune enfant. Merci Simfast. Moi, les putains de cheveux d'enculé de sa race de toutes ces putes, je me les fourre au cul et je me torche avec. Franck Grosmont. Vous avez compris, bande de connards? Grattage, tirage, la française dégueu, un tirage tous les quarts d'heure. C'est 25 €. Lolo, Un Gildor. Comment ça va ce matin? Tu vas bien? Tu as bonne mine. Alors ça, c'est un must, le Juvamine. Je me permets quand même, Romain Lancry, on embrasse bien sûr Franck Provost et puis on se rappelle tous de Slim Fast. Je pense que ceux qui sont nés dans les années 80 se souviennent de leur maman ou de leur grand-mère qui prenait cette espèce de boisson au chocolat ou à tous les goûts Slim Fast. Enfin, je pense à ma mère, en tout cas, c'est voilà, une anecdote un peu personnelle. Mais ce Juvamine, on en a mangé à la télévision parce que cette pub était... C'était un vrai matraquage. Ah, matraqué, il la mettait en boucle, mais exprès. Enfin, il y avait 2 ou 3 fois la pub d'affilée, en fait. C'était la première fois qu'on voyait ça. Ouais. Et du coup, nous, on s'est amusé à se dire qu'est-ce qui se passe, en fait, pour le gars qui prend du Juvamine en permanence sur 2-3 pubs. Bah, au fur et à mesure, il est complètement shooté et ça nous faisait marrer. C'était nos premières fausses pubs. C'était vos premières fausses pubs. Après, on va vous découvrir à la télévision, dans Savascoé sur TF1, le ciné du Comité sur France 4. On va voir des web-séries sur les réseaux sociaux. Quelques années plus tard, on va vous voir au cinéma, mais avant d'en arriver là, cette expérience avec plein de potes finalement, elle va sceller quelque chose, un démarrage entre vous et c'est ça qui m'intéresse un peu. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Bien sûr. On s'est tous rencontrés au cours Florent quand on avait 15-16 ans, 17 ans et on s'est bien entendu très vite et on s'est toujours dit, on s'est tout de suite dit viens, on fait des courts-métrages ensemble. Donc on a commencé les courts-métrages avec Vladimir notamment, avec qui je fais mon film aujourd'hui, et Lou Denis et Lyon qui fait partie aussi de ma bande et qui est dans le film aussi, et puis d'autres. Et on a commencé à faire des courts-métrages ensemble, puis on a fait une pause études tous de notre côté. Et quelques années après, 2-3 ans après, on s'est réunis, Vladimir nous a réunis en me disant vous voulez pas qu'on fasse des sketchs? Et on a refait des sketchs. Il a pris un peu les gens qui le faisaient marrer à Florent. Et puis on a fait des sketchs ensemble et des fausses pubs. Et au fur et à mesure, les gens venaient nous voir en disant vous faites des fausses pubs, vous voulez pas en faire des vrais? On a gagné un peu d'argent. Et ça nous a permis de faire nos programmes derrière avec tout ça. Voilà. Et puis quelques années plus tard, à 30 ans, vous scénarisez et réalisez plusieurs séries, La Caverne, Les Geeks, le téléfilm Milkshake TV. Et on vous aperçoit dans plusieurs films, Famille d'accueil notamment, Boulevard du Palais, ceux de 14, dans plusieurs publicités. 2014, je voudrais m'y attarder parce que c'est un tournant peut-être dans votre carrière. Vous devenez producteur, comédien principal d'une série qui s'appelle Ma pire angoisse, diffusée sur Canal+. Est-ce que vous pouvez nous raviver quelques souvenirs sur cette série? Bien sûr. Avec Vladimir, on venait de faire une pause avec le Comité de la Claque. On avait un peu fait le tour des sketchs, etc. Et on s'était dit, qu'est-ce qui nous parle à tous les deux? On est deux grands angoissés, viens, on fait une série sur les angoisses. Et on voulait la faire un peu autrement, on voulait un petit peu incarner cette conscience qu'on a tous en nous. Et du coup, on a fait un truc, c'est qu'on a pété le 4e mur. Et mon personnage s'adressait en permanence aux spectateurs. Le temps se figeait autour de lui. C'est un peu... il se retrouvait dans des situations ultra gênantes et il essayait de s'en sortir à chaque fois. Et puis, il questionnait le spectateur là-dessus en disant « Qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être essayer ça. Ou alors, je peux peut-être essayer ça. » Et à chaque fois, il choisissait évidemment les mauvaises solutions et il se retrouvait dans la merde la plus totale.
Le cinéma va vous tendre les bras avec un petit rôle dans Fonzie d'Isabelle Doval, Cézanne et moi de Daniel Thompson. Il va y avoir d'autres films, bien sûr, Marie-Francine, Taxi 5, Le Doudou, L'école est finie, Demi-sœur, La grande classe, Les crevettes, Pailleté et puis bien d'autres avec La revanche, bien sûr, 10 jours encore sans maman. Et ce film que j'ai adoré au cinéma, 14 jours pour aller mieux, d'Édouard Pluvieux, c'est le dernier en salle avant celui dont vous venez nous parler. C'est là que vous allez rencontrer Zabou Bretman, qui va vous inspirer pour le casting finalement du film qui arrive et qui est en salle depuis aujourd'hui, Ange et compagnie. Cette rencontre, j'imagine qu'elle est intéressante parce que vous l'imaginez dans un rôle qui est assez principal. Ouais, complètement. Zabou, on s'est très bien entendu sur le tournage de 14 jours. Je la connaissais pas avant et on a beaucoup rigolé ensemble. Et quand j'étais en train de monter le film, avec, pas tout seul évidemment, avec le producteur, avec mon binôme Vlad, pour monter un film, il faut avoir des noms dans le film, c'est comme ça que ça se passe. Donc il faut des noms connus qui permettent un peu de financer le film. Et j'ai demandé à Zabou très vite si on avait un rôle pour elle, ce rôle de Séraphine, donc qui est dans le film, qui est un peu la chef des anges. Et quand je lui ai demandé, elle m'a dit franchement, je ne sais pas si je pourrais parce que tu me proposes juste un jour de tournage dans 6 mois, je ne sais pas ce que je ferai à ce moment-là. Elle me dit mais tu as besoin de mon nom pour financer ? Je lui ai dit ça m'aiderait, ouais. Elle m'a dit tu dis que je le fais alors. Wow. Donc elle a été incroyable. Et elle est incroyable dans ce film en salle. Depuis aujourd'hui, vous êtes donc à l'affiche du premier film de Vladimir Rodionov, mais qui est aussi le vôtre, on peut le dire clairement, Romain Lancry, Ange et compagnie, avec Élodie Fontan, Julien Pestel, Chérine Boutella pour les rôles entre guillemets principaux. Mais il y a une participation, j'ai envie de dire, il vous fallait un nom, il y en a peut-être 10, 15, 20, j'ai pas compté. François Berléand dans le rôle de Cupidon. Un casting de rêve avec Zabou Bretman, Simon Astier, Joséphine Drahi, Lou Denis et Lyon, Valentin Papoudov, Mélissa Polony, enfin bref, beaucoup d'acteurs. J'embrasse Thomas VDB, Maxime Gasteuil que je connais depuis tous ses débuts. On ne s'est jamais rencontrés dans cette émission, mais je rêve de le recevoir parce que vraiment j'étais peut-être une des premières à aller le voir dans les salles à Paris. Je lui ferai passer le message. Maxime, si tu nous entends, il faut que tu viennes chez Cyrielle. Avec joie. Je pense qu'il y aura des anecdotes croustillantes. Vous retrouvez donc Zabou et Maxime Gasteuil pour la seconde fois. C'est un film d'amis qui a mis 7 ans à se faire. Vous pouvez me contredire, Romain Lancry. Je contredis rien. Vous co-signez ce scénario. Comment est née cette histoire ? Alors cette histoire est née à la fin de Ma pire angoisse, où le producteur nous a dit maintenant qu'est-ce que vous voulez faire ? On a dit franchement un film, faire un film c'est normal, c'est la logique. Alors qu'est-ce qu'on fait comme film ? On fait un film sur Ma pire angoisse ? Ouais. Donc il nous a signé un dev pour faire un film sur Ma pire angoisse. Et on est revenu avec complètement autre chose. On est revenu avec ces histoires d'anges. Mais c'est quand même Ma pire angoisse qui nous a un tout petit peu mis sur la voie, parce qu'on s'est demandé comment on pouvait reprendre un peu ce système d'incarner la conscience, mais autrement. Ouais. Et on a incarné un peu cette intuition, cette petite voix qui est en nous, dans les anges. Et on s'est dit que ça pouvait être un bon vecteur, et c'est comme ça qu'est née Ma pire angoisse. Et les Ange et compagnie. Ange et compagnie. Alors je tiens à dire pour nos auditeurs, parce que nous sommes sur Radio J, les anges forcément ça peut ne pas forcément leur parler. Il faut dire que c'est une démarche qui n'est absolument pas religieuse dans le film en salle. Donc tous nos auditeurs peuvent évidemment venir voir ce film. On a bien compris que ce qui vous intéressait, c'est plus la conscience qu'autre chose. Exactement. On a décorrélé ça de toute religion. On a créé notre propre mythologie qui n'existe pas. On s'est renseigné, mythologie chrétienne, mythologie juive. J'ai eu un rendez-vous avec un rave qui a pris 1 heure de son temps, un kabbaliste, le Rav Yoel Benaouche. Très bien. Que je remercie 1000 fois. Et qui m'a donné pas mal d'infos sur ce qu'était la mythologie juive là-dessus, sur les anges, ce que disait la Kabbale, etc. Et ça nous a permis de nourrir un peu notre film. À quel niveau ? Pas au niveau religieux. Ça nous a permis d'avoir des notions plus claires sur qui étaient les anges Gabriel, qui étaient les anges, l'ange Gabriel, l'ange Raphaël, et quels étaient leurs attributs en vrai. Ouais. Donc ça nous a aidés. Les caractères peut-être pour définir vos personnages. Exactement. Aussi à un moment donné. Romain Lancry, c'est une comédie qui nous emmène dans le monde des anges gardiens que nous ne pouvons voir, enfin pas pour certains dans le film mais pour d'autres oui, toujours à nos côtés sans que nous le sachions, des protecteurs, des guides pour les chrétiens, moins pour les autres, mais
en tout cas, on comprend bien. Pas toujours aussi ange qu'on le penserait dans le film, avec l'histoire donc de Paul et Léa qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Ils se croisent dans un ascenseur et se quittent. Un numéro de téléphone est donné. Il ne retiendra pas très bien le numéro de téléphone pour une raison bien précise, Paul. On va pas tout dévoiler, mais on va d'abord écouter la bande-annonce. Ton nouveau bureau. Ici, tu vas enfin pouvoir contrôler le destin de l'humanité. Bonjour. Juste pour vous dire, j'aime travailler ici. Eh bien, écoutez, ça se voit. Ah, Séraphine. Raphaël est sans doute la meilleure ange de sa génération. Appuie sur le 5. Et c'est pourquoi je vous demande de la promouvoir au titre d'archange. Y a un problème? Oui. C'est Paul Carrière. Et dans l'avion pour aller à Rome, pour se marier? Non. Oh putain, c'est la merde. Ah bah oui, c'est la merde. Tous les vols sont annulés. Paul de l'ascenseur! Mais c'est incroyable, ça fait tellement longtemps! Sûrement pas, non, ils voyagent pas tous les deux. Vous allez faire comment du coup? Y aller à pied? Bon, ok, mais à une condition. Cette fois-ci, tu surveilles bien ta cliente, je veux zéro ambiguïté entre eux. Bah ça va, c'est bon, je connais mon taf. Tu vas calmer. Tu respires profondément. Ah! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Nickel, ils se touchent maintenant. Sinon, reste au basket. Reste au basket. Paul, on fait pas ça, hein? Ah non, on fait pas ça. Il y a 10 ans, quand on s'est rencontrés. T'as de quoi noter mon numéro? Ouais. Pourquoi tu m'as donné un faux numéro? Attends, tu l'as embrouillé dans le numéro? Mais ils sont pas compatibles! Je suis sûr qu'on va faire un bon binôme tous les deux. Les humains, dès qu'on leur enlève leur repère, ils forniquent! Mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi ils se font des pelles, là? Fais attention, Raph, à la bourre. Vous me les ramenez à Rome. À tout hasard, est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de m'emmener vers le sud? Si tu l'emmènes pas, ta mère va mourir. C'est un film extraordinairement sympa, si je peux dire ça comme ça. On passe un très bon moment, on déconnecte, on voit toute cette batterie d'acteurs s'enchaîner autour d'une histoire d'amour ou pas, guidée par deux anges que tout oppose a priori comme ces potentiels amoureux qui seront ou ne seront pas, mais qui sont a priori pas du tout compatibles. Ça, on peut clairement le dire. Clairement. Lancry. Ils sont quand même, il faut le dire aussi, irrésistiblement attirés l'un par l'autre. C'est ce qui va faire tout le sel de ce film, malgré leur différences et les années qui séparent leur première rencontre de la seconde, on le comprend bien. D'abord, je voudrais savoir ce que ça vous fait d'écouter cette bande-annonce et de pas la regarder. Bah, c'est très compliqué en fait parce que cette bande-annonce, sans l'image, je pense qu'elle est très compliquée à comprendre. Parce qu'il faut bien piger que dans le film, il y a deux anges, il y a des anges qui traînent autour des humains et les humains ne les voient pas. Donc là, on entend les voix des anges, mais ce sont des comédiens. Donc on entend des voix de comédiens et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dans le film, ce qu'on voit, c'est des anges que les humains ne voient pas. Donc nous, on les voit en tant que spectateurs, mais les humains, eux, ne sont pas conscients qu'il y a des anges autour d'eux. Alors, autour des deux personnages que sont Léa et Paul, il y a Gabriel et Raphaël. Vous êtes Gabriel, donc cet ange, l'ange de Léa, face à Raphaël, l'ange de Paul, joué par Élodie Fontan. Elle est ambitieuse, à deux doigts d'obtenir sa promotion d'archange, donc là c'est le Graal, on va dire ça comme ça. Elle doit donc tout faire pour faire avorter cette relation qu'elle a tout fait pour empêcher d'exister. Tandis que vous risquez d'être déchu et de passer l'éternité sur Terre si vous perdez votre cliente. Est-ce qu'il y a beaucoup de vous dans ce rôle et comment définir ce personnage que moi j'ai adoré? Alors oui, évidemment, il y a beaucoup de moi dans ce rôle. Grand enfant, naïf, un poil irresponsable, plutôt bienveillant. Je pense on a mis beaucoup de ma personnalité là-dedans. Et on a mis aussi une partie de ma personnalité dans le rôle de Paul. Parce qu'à la base, on ne savait pas quel rôle je pouvais jouer, donc on avait un peu visé sur les deux tableaux. On s'est dit, si je peux pas jouer Gabriel, je jouerai Paul et ça me va très bien. Et donc Paul ressemble plus au personnage de Ma Pire Angoisse, très angoissé. Et qui est joué par Julien Pestel. Vous allez donc devoir faire équipe avec cette Raphaël pour tout remettre en ordre et empêcher ces deux humains de tomber amoureux. Enfin, cela reste à prouver. On se retrouve donc dans un milieu parallèle. Expliquez donc ce qui se passe, c'est très bureaucratique dans l'au-delà, si c'est l'au-delà, avec des tireurs de ficelles, des fichiers rotatifs à l'ancienne, des fiches en carton, des oreillettes stylisées, des combinaisons déclinées dans les tons violets comme uniforme pour incarner la spiritualité. Et alors, j'ai pensé à la série V. Ah ouais. Les visiteurs les visiteurs dans les années 80, aussi un mélange, je ne sais pas si je peux me permettre, de Code Quantum, Hal avec Samuel Beckett. Ouais, il y a eu forcément une partie de ça qui vit en nous, donc on a dû le réinjecter là-dedans, mais sans en avoir réellement conscience. Ce qu'on voulait faire, c'était
se détourner un peu des clichés et pas avoir ce paradis blanc aseptisé. Ça nous intéressait pas. On voulait un truc beaucoup plus chaleureux et bordélique. En tout cas, c'est très bien réalisé parce que je trouve ça très chaleureux. Je me permettrai pas pour le bordélique parce que je le pense pas en tout cas. En tout cas, ce qui se passe dans l'au-delà, encore une fois, il y a des collaborateurs pour ce qui est du fond, un peu surbookés, une hiérarchie, des faillots qui veulent être promus, des opportunistes. C'est ultra administratif ce qu'on a fait. On est d'accord, hein, dur avec les faibles et puis puissant comme Nathel, joué par Simon Astier, que j'adore, que j'ai reçu. Enfin voilà, super personnage, qui a impulsé aussi beaucoup de choses très différentes de ce que vous voyez au départ. On est dans une démarche non religieuse, je l'ai dit. Pourquoi vous êtes allé chercher des anges principalement, même si vous m'aviez un petit peu répondu tout à l'heure? Ça aurait pu être fait de façon très différente. Franchement, je sais pas pourquoi on est allé chercher des anges, parce qu'on s'est dit que c'était vraiment ce meilleur vecteur pour cette petite intuition. Avec Vladimir, on est hyper sensible aux signes et à la synchronicité, on aime bien ce genre de choses. Et on l'est d'autant plus depuis qu'on a commencé à écrire ce film et on en voit partout des signes. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous avez vu des signes et quel type de signes et quel type de synchronicité? On voit des signes de barge parfois, hein, mais comme quoi? Si je les explique, on va prendre pour un bargeon. Non, au contraire. Non, mais par exemple, sur la synchronicité, on était en train de monter le film. Ouais, je vais passer pour un barjot, je vous le dis tout de suite. Allez, c'est parti. Ne vous inquiétez pas, on est friands ici. Il y a une photo de moi chez moi. Non, oui, c'est mon ego trip. Et un soir, je suis là, seul dans mon salon, dans le noir, en train de me dire ce film n'arrivera jamais à se monter. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui allume une lampe en face dans un immeuble. Il y a une réverbération de fenêtres qui fait que la lumière arrive sur ma gueule, sur la photo. Et je regarde le truc et je me dis, ça c'est un signe. C'est débile, mais c'est un signe, quoi. Et voilà, je vois des trucs comme ça un peu partout. Donc voilà, si vous pensez que je suis complètement égocentré, c'est le cas. Non, en fait, ce qu'on a cherché à vous dire, c'est que la lumière devait être sur vous à ce moment-là. Et en plus, c'est le cas parce que vous êtes vraiment, pour moi, je me permets, le personnage principal de ce film-là. Vous y êtes tout du long. Bien sûr, Élodie Fontan est très intéressante parce que c'est une posture, enfin un jeu d'actrice dans lequel on l'avait rarement vu. Complètement. Et c'est ce qui l'a intéressé dans ce projet. Parce qu'elle est très dure, on n'a pas l'habitude de la voir comme ça. Très stricte et dure, c'est vraiment, elle incarne le côté très professionnel de cet ange qui n'a qu'une envie, c'est d'avoir sa promotion. Et elle s'en fiche un peu de ses humains, ce qu'elle veut, c'est vraiment avoir sa promotion et passer archange. Et au fur et à mesure du film, au contact de mon personnage, elle va apprendre l'empathie et on va la voir se dérider. Et on va découvrir, on va retrouver surtout la Élodie Fontan qui existe vraiment, la vraie, c'est celle de la fin du film qui gagne en empathie et qui est vraiment comme ça dans la vie. On va pas tout dire, mais on va continuer à parler spiritualité dans un instant. Vous restez avec nous, on continue cette émission avec Romain Lancry à l'affiche du film de Vladimir Rodionov, Ange et compagnie, qu'il a également coécrit, dans lequel il joue aux côtés d'Élodie Fontan et pas que. Dans un instant, on poursuit cette émission avec la chronique théâtre de Charlène Villemer sur L'Alchimiste, la chronique de Leslie Valenzy du collectif Agité, le portrait de notre invité dans les yeux de Véronique Zena. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Reste avec nous. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Romain Lancry, à l'affiche du film Ange et compagnie qu'il a coécrit, dans lequel il joue aux côtés d'Élodie Fontan et de beaucoup d'autres acteurs. Nous parlions spiritualité il y a un instant. Évidemment, j'ai envie d'aller dans le fond des choses, Romain Lancry, parce que je pense que ce film est aussi né d'une réflexion, d'une conscientisation de peut-être notre destin, à savoir s'il est dans les mains de quelqu'un d'autre, mis à part nous. Est-ce que c'est votre avis ? On voulait vraiment mettre en exergue déjà l'amour en général, ça nous plaisait, et surtout oui, cette histoire de libre arbitre. Est-ce que tout est déjà écrit ? Est-ce qu'on a un destin ? Ou est-ce qu'on a quand même une petite part de libre arbitre là-dedans ? C'est ça. On peut l'appeler le mektoub, le mazal, le destin, ce qu'on veut. On peut l'appeler comme on veut, mais est-ce que ça existe vraiment ? Est-ce qu'on a encore, est-ce qu'on peut encore jouer là-dessus, ou est-ce que tout est écrit ? Et on voulait se séparer de toute cette histoire d'algorithmes, de chiffres qui nous disent que soi-disant tout est écrit, et on voulait vraiment aller vers ce côté de ce libre arbitre qui nous intéressait. Alors, il y a une émission à la télévision qui s'intitule Marié au premier regard, où c'est vrai, ce sont des chiffres, c'est de la science qui indique si on est fait l'un pour l'autre ou pas,
en rapport de nos goûts, de ce qu'on aime, de qui on est. Est-ce que vous pensez qu'on a forcément des atomes crochus plus puissants avec les gens qui nous ressemblent ou qu'on peut être attiré, même si on le sait, par ce qui est totalement différent de nous et être plus heureux avec quelqu'un qui nous ressemble pas du tout? Alors, il y a une phrase d'Élodie Fontan dans le film de son personnage qui dit « On peut pas mettre ensemble un dentiste du 16e avec une smicarde de Besançon, ça marchera jamais. » Exactement. Et sur le papier, je pense qu'elle a raison un peu, Raphaël, sur le papier en tout cas. Mais s'ils se rencontrent ces deux-là, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Et c'est là-dessus qu'on voulait aller en fait. On voulait voir au-delà de ce qui était écrit sur le papier. Et tu me parlais justement de chiffres, de calculs, etc. Et oui, alors on ne s'est pas du tout inspiré de l'amour Marié au premier regard. On ne s'est pas inspiré de ça, mais on s'est plutôt inspiré des sites de rencontres et des applications qui te mettent des calculs de proba, de t'aimes tel truc et elle aime tel truc. Donc du coup, forcément, ça va fonctionner. C'est le même principe, de toute façon. Exactement. Ouais. Et donc, c'est ces algorithmes-là qu'on a un peu appliqués au paradis en se disant les archanges, ils président à la destinée du monde et du coup, ils voient sur le papier qui va le mieux marcher avec un tel. Vous savez, dans la religion juive, on dit qu'on a plusieurs mazal, plusieurs personnes. Est-ce que vous pensez, vous, qu'on n'a qu'un seul grand amour, Romain Lancry? Non, je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense qu'il y en a plusieurs et je crois en cette histoire de... J'ai entendu des chiffres comme 7. Je crois en ça et ça dépendra de la première personne que tu rencontreras, je pense. Ah, j'aime bien très cette idée. Intéressant. Pourquoi? Parce qu'elle nous forme, elle nous forge, Je me dis que ton destin, c'était de rencontrer cette première personne. Alors, je crois un peu en la destinée là-dessus, sur ce coup-là. Mais derrière, justement, c'est à toi de mettre en œuvre ton libre arbitre pour voir s'il y a atome crochu ou pas avec cette personne. Et pas laisser le destin complètement gérer ta vie. Ok. C'est intéressant parce que demain, je reçois Georges Fenech, donc je ne vais pas spolier totalement cette émission, mais son livre est tout à fait passionnant. Il est basé sur son histoire d'amour avec la princesse Hermine de Clermont-Tonnerre. Et il y a beaucoup, de façon très puissante, la présence de médiums, de voyants qui prédestinent un petit peu les choses, qui fait que un point A, une personne A peut nous amener à une B, à une C pour arriver à la personne à la fin qui est le bouquet. Est-ce que ça, vous y croyez? Non, pas forcément. J'ai du mal avec les médiums et avec tout ça parce que je me dis qu'on sera forcément influencé par ce qu'ils vont nous dire. Donc, je me dis qu'on n'a pas trop de libre arbitre là-dessus. En fait, si tout est déjà écrit, en fait, c'est chiant. En fait, autant ne pas le vivre, ça sert à rien. Donc, j'aime bien l'idée quand même qu'on peut avoir une prise sur ce qu'on va vivre. Et du coup, non, ça me parle moins, en fait. Est-ce que vous, la première personne que vous avez rencontrée, a défini quelque chose de particulier dans votre vie à vous, Romain Lancry, pour arriver à la personne que vous aimez sans doute aujourd'hui? Oui, ça m'a permis de voir ce que je n'aimais pas. Ouais, souvent c'est ça. Hein. Et ce que je ne voulais plus. Ouais. Et oui, ça m'a permis ça. Ok. Chose assez inédite, Ange et compagnie, c'est aussi devenu une série web. Oui. Est-ce que vous voulez nous en parler? Avec plaisir. On a confié un peu les clés du camion à des jeunes vidéastes ultra talentueux qui sont sur les réseaux. Je pense à Esteban Vial, je pense à Camille Landru, je pense à Zoé Le Gavrian, je pense à Météo Bal, je pense à Chloé Ménager. Et on leur a dit, venez faire des sketchs dans notre univers. Avec nos costumes, avec nos décors, et c'est vous avez complètement carte blanche sur ce que vous allez écrire, mais faites des sketchs avec nous là-dessus, et c'est comme on a mis en place une sorte de nouvelle com qui n'existe pas vraiment jusqu'à présent. On fait un test, peut-être que ça n'aura aucun impact, on verra, mais ils ont fait pas mal de sketchs, de vidéos avec nous, avec une partie de l'équipe du film aussi, et du coup on a mélangé un peu les deux univers, et ça donne une série web assez cool. Génial. Elle est sortie avant le film? Elle est sortie avant le film. Donc ça a teasé un petit peu le film pour ceux qui vous suivaient. C'était complètement le but. Le but, c'était de teaser et puis de parler à un public un peu plus jeune. Voilà. Eux, c'était le vecteur parfait pour parler à ce public-là qu'on connaissait un peu moins. Eh ben c'est parfait, c'est très intelligent, je trouve en termes de communication, c'est pour le coup assez inédit. On va voir ce que ça donne dans les salles à partir d'aujourd'hui, puisque le film sort aujourd'hui, donc je vous souhaite une belle envolée, évidemment. Romain Lancry, on va partir ensemble à présent au cinéma, on l'a fait, donc on part au théâtre avec Charlène Villemer. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur! Olé! 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 Au théâtre. Et on découvre L'Alchimiste aujourd'hui avec vous, Charlène. Bonjour Cyrielle, bonjour Romain et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène au Lucernaire, ce lieu hybride à mi-chemin entre théâtre et cinéma qui ne connaît pas de frontières.
pour une pièce qui fait écho au film Ange et compagnie dans lequel vous jouez, Romain Lancry. Une histoire d'amour contrarié, de force invisible et d'anges gardiens pas toujours très bien organisés. Eh bien, figurez-vous qu'au théâtre aussi, il y a des présences célestes. Elles ne sont pas nommées comme telles, mais elles sont là. Et elles s'appellent parfois les signes, la légende personnelle ou encore la voix du cœur. C'est ce que raconte L'Alchimiste, une pièce adaptée du célèbre roman de Paulo Coelho. On y suit Santiago, un jeune berger andalou qui fait le même rêve, un trésor latent près des pyramides d'Égypte. J'étais avec mes brebis dans un pâturage, et voilà qu'apparaissait un enfant. Et tout à coup, l'enfant me prit par la main et m'emmena jusqu'aux pyramides d'Égypte. Et là, devant les pyramides d'Égypte, le gosse me dit « Si tu viens jusqu'ici, tu trouveras un trésor caché. » Et au moment où il allait me montrer l'endroit exact, je me suis réveillé. Et 2 fois. Alors Santiago se met en route. Il traverse l'Andalousie, Tanger, le désert du Sahara. Sur son chemin, il rencontre une voyante, un roi mystérieux, une femme qu'il aime avant même de la connaître et un vieil alchimiste qui va tout changer. Mais ce qu'il découvre n'est pas seulement un trésor, c'est lui-même. Cette pièce, Romain, elle parle de forces invisibles qui nous guident. Elle parle d'êtres humains qui ne devraient pas se rencontrer, mais que quelque chose ou quelqu'un met sur le même chemin. Et surtout, elle évoque ces moments où l'on doit suivre les signes, même quand tout semble flou ou perdu d'avance. C'est la mise en scène, moi, qui m'a particulièrement plu. Légère, poétique, presque céleste, une musique envoûtante, des voiles baignées de lumière ocre qui ondulent comme des vagues et qui nous évoquent les dunes mouvantes du désert. Une ambiance douce et immersive, on se sent hors du temps. L'Alchimiste est à voir au théâtre du Lucernaire à Paris jusqu'au 1er juin, puis cet été au Festival d'Avignon. Tiens, j'ai peut-être une phrase tirée de cette pièce qui pourrait plaire à Raphaël et Gabriel d'Ange et compagnie. Quand on veut une chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. Et merci beaucoup Charlène Villemer pour cette très très belle chronique. Très jolie. Tout de suite, on va partir pour une autre chronique de Leslie Valenzy du collectif Agité. Le billet du jour. Chaque semaine, le collectif à juste titre passe en revue l'actualité liée à l'antisémitisme avec rigueur et sans détour. Aujourd'hui, Leslie Valenzy, vous nous emmenez sur la place Stalingrad où hier soir un rassemblement a eu lieu pour s'opposer à la dissolution d'un collectif très controversé, Urgence Palestine. Oui Cyrielle, hier soir place Stalingrad mais aussi à Avignon, Pau ou Grenoble, ils étaient plusieurs milliers à manifester contre la décision de Bruno Retailleau. Le 30 avril, le ministre de l'Intérieur a annoncé vouloir dissoudre Urgence Palestine mais aussi le mouvement Antifa La Jeune Garde. Les motifs, appel à la haine raciale, apologie de la violence, troubles manifestes à l'ordre public. Alors il faut dire qu'Urgence Palestine, ça fait plus d'1 an qu'ils avancent à visage découvert. Soutien inconditionnel au Hamas, hommage à ses leaders, appel à exporter l'intifada, agression antisémite, la liste est longue. Et pourtant, dans les médias, ce qui déclenche le débat aujourd'hui, c'est la dissolution. Bien plus que les agissements problématiques d'Urgence Palestine. En fait, on a un peu l'impression que certains médias ont été confiés à un ange un peu bas de plafond, sûrement trop fainéant pour aller enquêter et investiguer. Sur France 24, par exemple, on déroule tranquillement un raisonnement totalement simpliste. On justifie les actions d'Urgence Palestine par celles du gouvernement israélien. Et cette posture, on n'en peut plus. Elle nous hérisse le poil et elle nous rappelle un peu notre pépite du moment, Ségolène Royal. Ouais, oui. Et oui, rappelez-vous, la semaine dernière sur RTL, pour justifier l'agression antisémite de Jérôme Gage, eh bien Tata Yo-Yo, comme on la surnomme gentiment, a sorti de son chapeau sa carte Joker préférée, le fameux « Oui, mais Gaza ». Vous dites Leslie finalement qu'au sujet d'Urgence Palestine, les médias n'ont pas tellement enquêté et restent donc sur un traitement très superficiel quand même. Absolument, les journalistes ne creusent pas, ils survolent le sujet Urgence Palestine, comme s'ils avaient oublié que ce collectif est né juste après le 7 octobre, non pas pour pleurer les otages, mais pour justifier les massacres et revendiquer haut et fort son soutien au Hamas, comme s'ils avaient zappé ce fameux communiqué dans lequel le collectif insulte Mahmoud Abbas parce qu'il a eu l'audace de qualifier le Hamas de fils de chien. Oui, c'est ça le niveau. Et les journalistes le savent pourtant très bien, au sein d'Urgence Palestine, on retrouve des figures au
CV peu glorieux. Il y a Salah Hamouri, membre du FPLP, condamné à 7 ans de prison en Israël pour avoir planifié le meurtre d'un rabbin. Il y a Elias Dimzalen, prédicateur salafiste fiché S et conseiller politique du groupe, et Omar Al-Soumi, qui appelle la foule à continuer le déluge. Donc il parle bien sûr du déluge d'Al-Aqsa, qui désigne le pogrom du 7 octobre. Et souvenez-vous, Omar Al-Soumi, l'année dernière, il jetait des projectiles sur des militantes juives lors de la marche pour le droit des femmes. Alors on vous l'avoue, on ne sait pas trop ce que les journalistes attendent pour mettre la plume là où ça fait mal. Peut-être un fax du ciel qui leur dirait d'écrire noir sur blanc que soutenir le peuple palestinien, ce n'est pas défendre ses bourreaux. Il faut dire aussi, Leslie Valenzi, qu'Urgence Palestine bénéficie d'un soutien affiché de beaucoup de personnalités. En effet, mais je vous le dis tout de suite, les noms de ces personnalités ne vous surprendront pas, à part un peut-être. Il y a donc la Cour des miracles de la France insoumise, bien sûr. Il y a Blanche Gardin, Guillaume Meurice, quelques juifs utiles, comme je les appelle, du collectif d'extrême gauche Tzedek. Et au milieu de cette liste, attention, on a une chanteuse qu'on a déterrée de je ne sais où. Elie Medeiros, vous vous souvenez d'elle ? Toi, mon toi, voilà. Toi, mon toi, mon tout, mon roi. Ouais. Un tube des années 80, et figurez-vous que ce tube, il est né la même année que le Hamas. Coïncidence, je ne crois pas. Mais blague à part, ça fait bugger quand même. Comment des artistes, des élus, des intellectuels peuvent-ils défendre un collectif qui propage les mots du Hamas ? Et comment les médias peuvent-ils, ou veulent-ils, passer à côté ? Pour finir, j'aimerais parler de Jean-Luc Mélenchon. Évidemment, il était sur scène durant ce meeting. Et bien médiatiquement, c'est un peu la star du jour. Le livre La Meute sort aujourd'hui et lève le voile sur les coulisses de son parti. Là non plus, on n'est pas vraiment surpris, Cyrielle. Une obsession pathologique pour la question israélo-palestinienne et des pratiques inquiétantes. On a eu droit dans les médias à cette petite anecdote sur Raquel Garrido, surnommée Merkava par Mélenchon. Merkava comme les chars israéliens parce qu'elle est jugée trop sioniste. Ok. Mais il y a une bonne nouvelle quand même dans tout ça. Il semblerait que les journalistes cessent enfin d'être les petits anges gardiens du démon politique. Bravo. Ça, c'est beau. C'est très, très beau laxus. Bravo pour cette chronique à Leslie Valenzi. En effet, le livre La Meute, je pense qu'il sera très intéressant à lire. On découvre beaucoup de choses. Une journaliste, notamment de Libération, fait des grandes révélations et d'autres, bien sûr, qui ont participé à ce livre. On a la sensation quand même que Jean-Luc Mélenchon agit un petit peu comme un gourou, le gourou d'une secte. On le verra bien en découvrant ce livre-là, La Meute. Merci beaucoup, Leslie Valenzi. On se dit à la semaine prochaine sur Radio J. Merci Leslie. L'introspection. Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Tentons, si vous voulez bien, Romain Lancry, de faire cela maintenant avec quelques citations, certes un peu bateau ou pas, pour déclencher en vous un sentiment, une émotion ou tout au mieux une anecdote. Essayons. La première, l'amour, c'est ce qui donne du sens à la vie. L'amour, c'est ce qui donne du sens à la vie, c'est une phrase du film. Je pense que c'est exceptionnellement vrai. On ne peut pas vivre sans amour. On ne peut pas vivre sans en donner ni sans en recevoir. Et je pense que le but de la vie, c'est l'amour en fait. Et c'est ce qu'on a essayé de mettre dans le film. Alors c'est très bateau, c'est très gnangnan, mais on a eu l'habitude pendant quelques années de traiter des personnages un peu bas de plafond, qui avaient un peu toutes les tares et tous les défauts du monde, et ça nous faisait rire. Mais aujourd'hui, on a envie d'aller vers un peu plus de bienveillance là-dessus. Et on se dit que oui, l'amour, en fait, c'est ce qui vraiment donne du sens à la vie. L'amour, c'est les couleurs dans le gris du monde. Le savoir, c'est le pouvoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Comment rebondir là-dessus ? Oui, les sachants, c'est souvent ceux qui président. Et j'ai du mal à rebondir là-dessus, Cyrielle. Parce que parfois, on se dit que les sachants, ils savent et on a envie de leur faire confiance. Et parfois, les sachants, c'est pas toujours la bonne direction et c'est pas les vrais sachants. Ça peut Peut-être complètement que ça peut vous aider. Ouais. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. C'est une jolie phrase. Oui, il faut rêver sa vie en fait. C'est en rêvant sa vie que ça va se concrétiser. Il faut déjà l'imaginer, la rêver, et derrière, ça va forcément se concrétiser. Est-ce que ça s'est passé comme ça pour vous ? Je crois beaucoup en ça. Ouais. J'aime bien l'idée de
de l'avoir imaginé auparavant et de voir que ça commence à se mettre en place. Alors c'est pas exactement ce que j'avais visualisé, mais je retrouve quelques petites pièces de puzzle à droite à gauche et qui commencent à se mettre en place. Donc oui, je crois vraiment qu'il faut rêver sa vie pour la voir derrière. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Oui, il y a une phrase dans le film qui dit « Je sais pas donc j'y vais ». Et on l'a prise un peu pour un mantra. On adore ça. La vie c'est un chemin en fait, il faut le prendre. Et peu importe où ça nous mène, ça nous amènera quelque part de toute façon et il faut avoir la curiosité de le prendre ce chemin. J'étais sûre que vous alliez parler de cette phrase, je l'avais notée, j'avais envie de vous dire, est-ce que c'est votre philosophie de vie, cette citation-là ? Oui, ça l'est complètement. Allez, tout de suite, on va vous découvrir autrement dans les yeux de Véronique Zana puisque c'est votre portrait en direct sur Radio J. Romain. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Comme toujours, à la fin de cette émission, on débriefe dans les yeux de notre psy du jour et c'est Véronique Zana. Bonjour Véronique. J'ai spolié. Aïe, aïe, aïe. Bonjour Cyrielle et bonjour Romain. Bonjour Véronique. Eh bien, quelle chouette balade. Alors, ces 3 petits mots, petit, drôle, curieux, c'est le petit côté curieux, je trouve, qui ressort bien, et d'ailleurs que vous nous avez donné en dernière citation sur cette curiosité de la vie. Mais surtout, ce qui me plaît le plus, c'est en passant à côté de ce théâtre, et vous dites, oui, ces gens qui font des grimaces, c'est quoi ? Je veux savoir. Et ça vous met sur la piste du théâtre, et d'en apprendre quelque chose. Donc la curiosité, c'est quand même ce premier sésame qui vient vous animer. Et je trouve qu'il est vraiment intéressant ce mot, parce que dans tout ce que vous êtes venu nous dire, il y a quelque chose d'intrigué par l'invisible. Alors, intrigué, puis peut-être un peu aussi angoissé. Complètement. Et il y a quelque chose, c'est là, c'est pas là. Et ma foi, comment est-ce que je peux faire avec cet inconfort-là ? Et à mon avis, depuis tout petit, ça vous a pris quelque part. Waouh, vraiment j'ai l'impression d'avoir payé une psy pour rien pendant des années. C'est gratuit en plus. Mince, je suis démasquée. Et en vous écoutant également, je me suis dit, tiens, cette bande de copains, cet humour un peu potache, cette angoisse, ça me venait vers Alain Chabat, tiens, est-ce qu'il y a un petit quelque chose là-dessus ? Bon, Woody Allen aussi pour l'angoisse. Et je me dis, décidément, Romain a tricoté de manière fort habile et peut-être intelligente même, un certain nombre de patrimoines et de transmissions inconscientes. Et peut-être que vous avez parlé de la conscience, mais peut-être qu'au fond, dans tout ce qui est dit là, il y a beaucoup de choses de l'inconscient. Et ça, c'est aussi vraiment intéressant dans ce que vous nous avez amené. Alors, ce grand enfant, ce grand angoissé, eh bien, au final, il a réussi à faire quelque chose de cette angoisse. Parce qu'au fond, l'angoisse, c'est un peu la torsion entre le désir, je veux y aller, et puis les moyens que je veux me donner. Et vous avez beaucoup parlé des signes. Mais en fait, voilà à quoi ça sert le signe. Ça sert à faire chuter l'angoisse. Parce que là où il y a un truc qu'on ne comprend pas, le signe, ah oui, c'est dit, etc. Bien sûr, on peut y attribuer ça. Mais c'était depuis le début ce désir de faire. Alors ma foi, si on peut prendre un signe pour venir se conforter là où on veut aller, allez, allons-y, avec plaisir. C'est tout à fait intéressant. Vous avez aussi parlé du destin. Alors le destin, forcément on en a tous un, mais vous amenez, et c'est là où j'aime votre complicité. Oui, complicité, mais complexité surtout. C'est qu'on sent bien que dans votre réflexion, rien n'est simple, on n'est pas dans la simplification. Donc un destin, oui, mais avec le libre arbitre. Donc on a toujours l'homme au milieu et qui décide. Alors, le tout dans une grande bienveillance, mais on sent que c'est votre credo, l'amour. Vous êtes dedans, vous aimez les gens, et puis finalement, l'amour, c'est aussi une façon de se protéger un petit peu de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne voit pas, et puis ma foi, allons-y. Donc tout y est. Et donc, dans ce que j'ai bien aimé vous entendre dire, c'est « j'ai du mal avec les médiums ». Parce qu'au fond, ça veut dire que quelque chose est déjà complètement posé. Et revoilà l'homme avec sa complexité, qui sort de ses certitudes et qui laisse la part à l'inconnu, à l'inattendu, même si ça angoisse. Et donc bravo, parce que vous avez réussi à faire de l'angoisse un terreau du désir, un élan de vie et de création. Et donc 3 mots, lucide, intelligent, parce que ça c'est vraiment important,
et espiègle. Parce que ça, c'est ce qui nous met tous ensemble autour de la table. Merci beaucoup, Waouh, merci Véronique beaucoup. Zana. On a vraiment touché très juste. Je suis vraiment un entre-deux entre ces deux pôles. Et puis la peur de l'inconnu, c'est la base de ma vie. Et c'est ce qui a créé toutes mes angoisses et puis tout ce que j'ai créé derrière. Bravo. Merci beaucoup, Véronique Zana, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les mercredis sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Romain Lancry. Vous êtes à l'affiche aujourd'hui du premier film de Vladimir Rodionov, Ange et compagnie, que vous avez coécrit et dans lequel vous jouez aux côtés d'Élodie Fontan et de bien d'autres acteurs évidemment. Merci beaucoup pour cet échange. Un mot de la fin qui vous revient toujours. Déjà merci Cyrielle de m'avoir invité, merci pour le portrait, merci pour les chroniques, j'ai adoré être ici et un mot de la fin, aimez-vous. Aimez-vous, vraiment, aimez-vous, aimons-nous, merde, parce qu'à un moment donné c'est chiant quoi. Et puis allons vers l'inconnu et essayons. Et il y en a un qui disait aimons-nous vivants. C'est pas mal, on aurait pu finir là-dessus. Et on l'aime. On embrasse très fort et on donne beaucoup d'amour aussi à Franklin Smadja qui nous a réunis aussi sur cette antenne aujourd'hui et qui est venu nous voir. Je suis très heureuse de l'avoir aujourd'hui. À la réalisation audio et vidéo aujourd'hui, Alan Lucas et Tana Noukayev. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec mon invité Georges Fenech pour son livre Hermine aux éditions Guy Trédaniel. Merci beaucoup Leslie Valenzi du collectif Agité, Véronique Zana, Charlène Villemer évidemment. En attendant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Et dans un instant, ce sera bien sûr le journal. Restez avec nous sur Radio J.